Alors, je vais rapidement introduire la séance, présenter le réseau, etc., avant de directement partir sur la discussion avec les intervenants. Donc, le réseau de RSHS, qui signifie robot et robotique au prisme des sciences humaines et sociales, c'est un réseau de recherche interdisciplinaire, ou en tout cas vocation interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, qu'on a monté dans le cadre notamment du PEPR et qui vise à développer des questionnements sur l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et la robotique. Voilà. Les constats de départ, c'est notamment des évolutions technologiques qui permettent un rapprochement de plus en plus marqué entre les humains et les systèmes robotiques et technologiques très largement, et notamment des questionnements sur les manières de garantir la bonne intégration sociale de ces systèmes robotiques, ce qui a entraîné notamment, en résumé, des dynamiques d'implication des sciences humaines et sociales dans la recherche en robotique. On l'a vu notamment avec le PEPR robotique organique à l'échelle nationale, qui est un énorme projet de plusieurs millions d'euros. Donc, il y a des moyens alloués vraiment à la construction de cette interdisciplinarité, mais aussi des programmes régionaux comme la robotique centrée sur l'humain, le défi clé robotique centré sur l'humain en région Occitanie, ou encore l'IA centrée sur l'humain en Île-de-France, qui est un peu, enfin, qui est un programme régional équivalent du PEPR-ODR, mais à une échelle plus petite. Et après, il y a aussi des démarches plus individuelles, on va dire, propres à chaque labo, etc., qui cherchent à développer la pluridisciplinarité. C'est le cas à Nancy avec le Lauria, c'est le cas à Toulouse avec le LAS, voilà, ou à l'ISIR à Paris. La problématique, c'est que cette dynamique d'implication, elle est nouvelle, très positive, mais un peu brusque, et que dans ces conditions-là, on a peu de temps parfois pour construire la collaboration entre nos différentes disciplines. Alors, il y a certains chercheurs comme Geoffrey qui travaillent depuis 10 ans avec des roboticiens et qui sont SHS, mais il y a d'autres chercheurs qui sont tout nouveaux sur la thématique et ceux qui sont pas forcément familiers à la robotique, au questionnement que ça pose, à la manière dont travaillent les roboticiens, à la manière dont ils réfléchissent, etc. Ça, c'est des cadres à construire et à penser. Et l'objectif de ce réseau de recherche qu'on a conçu, c'est justement de mettre en place un dispositif qui vient s'inscrire dans le prolongement du PEPR pour discuter les enjeux théoriques et méthodologiques de la recherche interdisciplinaire et pluridisciplinaire entre sciences humaines et sociales et robotique. Nos actions, elles seront principalement articulées en deux points. La première, ce sera des séances de séminaires bimestriels. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la toute première séance de séminaire. Donc, on vous invitera à nous suivre par la suite. Et aussi une journée de rencontre annuelle qui est en cours d'organisation. On s'engagera pas plus parce que pour l'instant, l'organisation n'est pas terminée. Mais a priori, ça devrait être plutôt courant novembre. Voilà, avec des ateliers, des conférences, etc., etc. Dans l'équipe de coordination, on a 4 chercheurs représentants du PEPR, deux qui sont plutôt engagés. Alors le PEPR, ODR, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un programme prioritaire d'équipement de recherche. C'est un programme de 35 millions d'euros lancé par l'ANR pour développer la recherche entre la robotique et les SHS, pour le résumer très rapidement. Et sur ce programme-là, il y a notamment un axe spécifique dédié à l'acculturation et à la méthodologie. Et donc, représentant de cet axe-là, il y a Caroline Morico, qui est professeure en sociologie, et Guillaume Morel, qui lui est professeur en robotique. Les deux sont à Paris, mais pas à la même université. Et qui sont justement directeurs de l'axe acculturation et méthodologie, qui vise à mettre en place des actions pour développer la collaboration. Et donc, dans ce cadre-là, ils financent notamment les actions du réseau de RSHS. Voilà. Il y a aussi Charlie et moi. Charlie qui est enseignant-chercheur en ergonomie à l'ICAMSIT de Toulouse et qui est engagé sur le POPR O2R dans le cadre du projet intégré 2 manipulateur mobile interactif. Donc, pour l'expliquer rapidement, sur le PEPR, il y a 7 projets, 3 projets intégrés qui visent à développer un démonstrateur et 4 projets actions structurantes qui sont plutôt de la recherche fondamentale.
En l'occurrence, nous, on est plutôt engagé avec des roboticiens, notamment Andrea Cherubini, pour le développement d'un manipulateur mobile interactif. Donc un robot qui roule et qui manipule les choses. Voilà. Et donc moi, je suis doctorant en sociologie. Donc on a plusieurs disciplines représentées, ergonomie, sociologie, robotique. Et un dernier chercheur qui, lui, n'est pas représentant du PEPR, mais qui est Ian Ferguson, qui est responsable scientifique du Laboria. Le Laboria, c'est un laboratoire de pas scientifique, mais c'est un centre de ressources et d'expérimentation développé par le ministère du Travail et l'INRIA pour étudier les impacts de l'intelligence artificielle sur le travail. Et donc, il est aussi expert au partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Et toute cette équipe-là constitue pour l'instant l'équipe de coordination du réseau de RSHS. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous. Voilà. Les partenaires institutionnels du réseau de RSHS. Alors d'abord, on est financé par, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'axe acculturation et méthodologie du projet de gouvernance du PEPR et ODR. Donc c'est des financements qui viennent directement de l'ANR, l'Agence nationale de recherche. On est financé aussi par la Maison des sciences humaines et sociales de Toulouse. Bon, j'ai mis 6 projets acceptés en janvier. En l'occurrence, il a été accepté. Et ensuite, partenaire institutionnel, on a l'ISIR qui est un laboratoire de robotique, le CERTOP qui est un laboratoire de sciences sociales de Toulouse, l'ICAM, le CEDCOPRA qui est un laboratoire en sciences sociales de Paris, et l'Université de Toulouse et l'Université Paris 1 Sorbonne. Rapidement, en actualité qui pourrait intéresser les chercheurs du réseau, pour aussi communiquer sur des événements procs. Ça sera aussi un intérêt des actions du séminaire. Vous avez dans un premier temps la séance 3 du séminaire Humanibot qui aura lieu le 6 février 2025 de 12h15 à 13h30. Alors le séminaire Humanibot, c'est un séminaire interdisciplinaire soutenu par la MSHS Alpes et coordonné par Véronique Auberger et Lionel Obadia, qui vise à questionner l'évolution des frontières et des modes d'interaction entre humains, animaux et systèmes robotiques. Donc, on a pensé que c'était très pertinent pour les personnes qui sont intéressées par les actions du séminaire de RSHS, d'où l'idée qu'on partage ici. Et en l'occurrence, cette séance-là, elle portera sur la présentation des travaux de thèse de Philippe Scal, qui a soutenu sa thèse en 2024, sur la navigation sociale adaptative du robot en environnement humain dans une économie réelle d'usage. Bon, alors, pour le résumer, dans sa thèse, il a travaillé sur les différents styles de navigation des systèmes robotiques, ce qu'on appelle la prosodie de navigation des robots, et comment ceux-ci pouvaient être interprétés comme des attitudes sociales par les humains. Bon, voilà, un premier événement. Un deuxième événement, j'irai beaucoup plus vite sur les autres. Éventuellement, s'il y a des représentants de cet événement qui veulent lever la main pour développer, on est ouvert à ça. Mais il y a les journées d'études en souplesse, robotique souple, art et design à Paris cette semaine, le 6 et 7 février. Il y a aussi le Forum international de la robotique agricole du 4 au 6 février 2025 à Toulouse. Donc là, éventuellement, si vous voulez, si vous êtes en SHS et que vous voulez voir des démonstrateurs robotiques et nouer des partenariats avec des industriels, c'est un lieu où il est bon d'être. Et un petit rappel aussi sur les journées annuelles du PEPR robotique qui auront lieu du 17 au 21 mars 2025 à Lille. Alors sur le déroulement de la séance d'aujourd'hui, bon, on dépasse un peu déjà sur le timing, mais on aura une première intervention d'Andrea Cherubini que je vous détaillerai après, une discussion de 10 minutes autour de sa présentation, une intervention de Geoffrey Baker, encore une fois une discussion, puis un débat thématique un peu plus long sur la thématique de la séance que je vous détaillerai juste après, et la conclusion de la séance très rapidement. Donc pour cette première séance du séminaire de RSHS, on va se questionner un peu sur les fondements, les méthodes et un peu les finalités de la robotique. L'idée, ce sera d'avoir un angle épistémologique, d'aborder la robotique sous un angle épistémologique pour montrer un peu les richesses et la spécificité de cette discipline scientifique. Alors, pour les roboticiens, on enfoncera peut-être des portes ouvertes, mais l'intérêt, ce sera justement que les roboticiens très familiers de la discipline puissent prolonger les éléments soulevés par Andrea Cherubini, par exemple, qui est roboticien, ou Geoffrey Baker, qui lui a fait beaucoup d'ethnographie dans les laboratoires de recherche.
Donc, pour les plus expérimentés, ça permettra de nourrir la discussion et d'aller plus loin dans les échanges. Et pour les chercheurs en SHS qui sont pas familiers ou peu familiers de la robotique, ça leur permettra d'avoir une vision un peu plus de l'intérieur des laboratoires de recherche en sciences humaines et de robotique, de comprendre un peu les différentes disciplines enfin, qui sont à l'œuvre derrière le mot robotique, un peu large, et de voir quels outils ils utilisent, comment ils travaillent, quels sont leurs objectifs, etc. Donc, pour la première intervention, ce sera Andrea Cherubini, qui est professeur de robotique à l'École centrale Nantes et chercheur au LS2N. Alors, il est spécialiste de l'interaction physique humain-robot, mais il a notamment été, et c'est ça qui nous intéresse, responsable du parcours robotique du master EEA à l'Université de Montpellier de 2015 à 2024. Et il partage en accès libre sur YouTube ou sur Moodle certains des enseignements qu'il a pu réaliser. Donc, il a une grosse composante pédagogique sur l'introduction des bases à la robotique, qui est très intéressant pour les chercheurs en sciences humaines et sociales. Et la deuxième intervention, ce sera celle de Geoffrey Baker, qui est docteur en anthropologie sociale et qui est titulaire d'une chaire de professeur junior en anthropologie à l'ENSEA et chercheur à l'ETIS. Depuis 2010, ses recherches se sont spécialisées sur l'évolution des relations entre humains et machines. Et dans ce cadre, il a visité de nombreux laboratoires de robotique et documenté les attitudes et les pratiques des roboticiens. Donc voilà, je passe la main à Andrea Cherubini si tu es prêt et Et alors, je te laisse partager tes slides. le temps qu'Andrea partage ses slides, je reprends la main 2 secondes en tant que modérateur pour vous rappeler que vous pouvez intervenir à tout moment en posant les questions dans le chat ou en levant la main et on vous donnera la parole en activant votre micro. Et contrairement à ce qu'on avait mis effectivement dans le programme, les deux intervenants ont accepté que les questions soient aussi posées au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Je relaisse la main à Andrea. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez ma première page déjà? Oui, Super, merci. Merci David et Charlie pour l'invitation. Donc, je suis très honoré en plus, je vois qu'il y a un grand public, donc je suis très honoré de vous parler aujourd'hui à cette première séance des séminaires organisés par le réseau, donc épistémologie et robotique. Et voilà, donc on m'a très gentiment invité à parler un peu d'une introduction à la robotique ou ce qu'on a ironiquement surnommé aussi la robotique pour les nuls. L'invitation dérive des échanges qu'on a eu avec David et Charlie au sein du PPR, dans lequel je coordonne une action qui est le développement, comme l'a évoqué David, d'un robot manipulateur mobile. Et donc, c'est justement en montant le projet autour du manipulateur mobile et en travaillant avec les collègues chercheurs des sciences humaines et sociales qu'on s'est aperçu qu'il fallait vraiment rapidement et efficacement combler le gap lexical qui existait entre nos deux communautés et donc essayer d'expliquer les uns aux autres ce qu'on faisait et sur quoi on travaillait. Donc, c'est quelque chose qui me passionne parce que déjà depuis quelques années, je m'intéressais à des initiatives de vulgarisation à Montpellier où j'étais avant d'intégrer l'école centrale à Nantes et le LS2N. Donc, j'ai participé au Fête de la Science, mais aussi au Bar des Sciences et à d'autres initiatives où on pouvait essayer d'échanger avec le public. Et notamment, depuis quelques années, avec l'essor de l'intelligence artificielle, j'ai estimé de plus en plus nécessaire de clarifier certaines choses autour de la robotique et de notre métier. Et comme l'a dit David, j'ai un petit MOOC qui s'appelle Base de la robotique, qui est accessible si vous cliquez sur le lien. Et il est encore hébergé à l'Université de Montpellier. J'avais commencé par une définition qui vient de l'un des papas de la robotique française, Jean-Paul Lomond, qui nous a quittés prématurément en 2021. Donc, il disait, la robotique se définit comme l'étude des rapports que peut entretenir une machine avec le monde réel, une machine qui agit et qui agit par le mouvement. Donc, déjà, j'ai remercié Guillaume Morel qui m'a soufflé la citation, que je connaissais, mais que
qui effectivement est opportune ici. Et donc, vous voyez, j'ai souligné le mot mouvement parce qu'au clé je pense, de sa phrase, et c'est aussi comme ça que le monde aimait en parler, il y a le mouvement. C'est-à-dire que le robot est une machine qui opère dans le monde. Et c'est là le vrai verrou et la difficulté pour nous, c'est de réaliser ce mouvement dans un monde inconnu et incertain. Donc, des robots, il en existe une pléthore, puisque le mot qui initialement désignait surtout des machines de ce type, donc des machines amenées à travailler dans l'industrie, s'est après étendu à d'autres systèmes, comme vous les voyez ici. Donc là, vous voyez un robot sous-marin, un robot de type voiture, et puis un drone, donc un robot hélice, un engin volant à hélice. Mais aussi des robots qui nous ressemblent un peu plus, comme le robot humanoïde en haut à droite et un robot quasi humanoïde, si ce n'est qu'il est équipé de roues à la place des jambes, que vous voyez en bas à droite. En quelques mots, là aussi, la définition, il existe plusieurs définitions possibles, mais la définition, on va dire, pour moi, et qui est partagée par nombreux collègues, c'est qu'un robot, c'est l'ensemble des capteurs qui permettent de mesurer les informations sur ce qui se passe, des calculateurs qui permettent d'élaborer cette information, et des actionneurs qui, in fine, permettent d'agir à partir de l'information et aussi des calculs qui ont été effectués sur le monde qui entoure le robot. Au cœur de cette démarche, c'est ce qu'on appelle le paradigme de la perception et commande. En d'autres termes, il va falloir réagir en fonction de ce qui se passe. Donc là, vous avez un exemple d'une machine qui le fait, mais qui pourrait, à mon sens, difficilement être considéré un robot, puisque son interaction avec l'environnement est assez limitée. Même si ici, vous avez une boucle de perception et commande, le robot cuisinier agit en fonction de certaines mesures ou de certaines instructions qu'il a reçues. Et son impact sur le monde et sur la physique externe est assez limité. Ça se limite en général à son contenu. Mais déjà, il contient certaines de ses caractéristiques. Donc, il est capable de fermer une boucle entre ce qu'il mesure et ce qu'il réalise, donc entre la perception et l'action. Et sinon, pour être plus précis, justement, il va falloir réaliser un contrôle en rétroaction. Et un exemple très ancien vient de nos ancêtres grecs déjà, qui avaient conçu un système de ce type pour pouvoir contrôler le niveau dans une cuve. Et donc là, vous avez une boucle de rétroaction qui se réalise grâce au flotteur. Une question importante aussi qui se pose pour nous au quotidien, enfin qui devrait même se poser plus souvent que d'habitude, c'est à quoi sert un robot pour la société. Donc là aussi, il y a plusieurs visions de la chose. Certains estiment que le robot devrait pouvoir résoudre presque tous les problèmes que les humains ont. Donc une seule machine capable d'être générique comme nous et d'aborder les difficultés et les problèmes du monde. Une autre vision des choses est que le robot est une machine spécifique, donc conçue pour résoudre une certaine tâche. Et en particulier, les robots de service aujourd'hui les plus vendus au monde sont des robots aspirateurs comme celui que vous voyez ici, qui en effet sont spécialisés pour une tâche très précise, aspirer la poussière de votre sol. Ils la font très bien, mais ils ne sauront pas faire grand-chose d'autre. Donc là, se pose vraiment une question presque philosophique entre vers quoi on va. Est-ce qu'on veut une machine qui peut tout faire à notre place ou est-ce qu'on veut résoudre des tâches spécifiques, un peu comme dans l'histoire de l'ingénierie avec toutes les machines qui ont été conçues euh, depuis, on va dire, la deuxième révolution industrielle. Donc maintenant, je vais un peu expliquer plus quel est notre métier à nous, les roboticiens. Donc là, ici, vous avez une image de Blade Runner ou un film, bon, le premier film de Ridley Scott qui est assez daté et qui présentait déjà un fabricant d'Android, Sébastien, que vous voyez là à gauche dans la photo avec ses créatures. Donc les roboticiens ne sont pas tous des concepteurs de robots comme Sébastien. Certains sont certainement des électroniciens et des mécaniciens, donc ils s'occupent vraiment de construire le robot du début. Mais là aussi, il y a des spécialisations qui se font.
La robotique est en fait une discipline qui est formée de nombreuses niches et surtout de nos jours, il est très difficile d'être à la pointe dans plusieurs spécialités. L'époque de Léonard est passée. Et là, donc, vous avez notamment dans la communauté des chercheurs en robotique, vous avez des experts en électronique, des experts en mécanique et surtout ceux sur qui j'aimerais me focaliser dans les minutes qui restent sont les robots qui travaillent sur pardon, les chercheurs qui travaillent sur des robots déjà existants et qui les programment. Et c'est un peu la grande partie, on va dire, de notre communauté qui donc achète souvent des robots existants, ne les conçoivent pas et qui les programment pour qu'ils réalisent une certaine tâche. Donc, même au sein de ce métier, il existe plusieurs spécialités parce que vous avez des informaticiens qui se chargeront de la programmation, des traiteurs du signal qui s'occupent de traiter la mesure qui arrive, donc d'une mesure qui peut être une image ou un autre type de signal, et des automaticiens qui s'occupent de faire le lien entre tout ça pour contrôler la machine. Donc, en d'autres termes, ce métier ressemble un peu à celui des hackers qui remplacent donc souvent des machines conçues pour les robots industriels, donc avec une interface intuitive mais fermée qui permet uniquement aux constructeurs de savoir réellement ce qui se passe, de remplacer cette interface par une interface ouverte et accessible aux chercheurs et qui permet donc de faire évoluer le robot par rapport à son rôle et sa tâche initiale. Donc c'est en ça qu'on est un peu des hackers. On remplace ça par une boucle où donc on fait le lien, comme je disais, entre action et perception. Souvent, dans ce contexte, nous travaillons en reproduisant en laboratoire des cas d'application réels. Ici, par exemple, c'est un travail déjà un peu daté où on avait reproduit la tâche d'assemblage manuel des joints homocinétiques de Peugeot. C'était une tâche très lourde pour les opérateurs et on l'a remplacé donc ici, vous voyez l'opérateur qui insère des billes dans le joint homocinétique. Et donc, l'idée, c'est de regarder cette opération et de la reproduire en laboratoire avec un robot. Donc, de faire une mise en situation où on essaye de programmer le robot pour qu'il aide l'humain à réaliser la même tâche. Et là, typiquement sur ce travail, on s'était aussi appuyé avec des ergonomes. Donc, c'était déjà un travail interdisciplinaire qui nous avait permis, donc, avec les outils d'ergonomie, d'évaluer si la solution robotisée était effectivement utile pour aider l'humain. Donc là, vous voyez la même opération réalisée en collaboration entre l'humain et le robot. Le robot se charge de déplacer le joint homocinétique, qui est la partie la plus lourde de la tâche, pendant que l'humain positionne les billes. Donc typiquement ici, l'objectif est de laisser au robot la partie lourde et répétitive de la tâche et d'utiliser les capacités cognitives de l'humain pour la partie de précision qui est celle de l'insertion de la bille ici. En robotique, il existe plusieurs axes de recherche. C'est aussi pour vous montrer un peu la diversité de notre domaine. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à la modélisation, c'est-à-dire qu'ils essayent d'écrire les équations qui peuvent vite devenir assez complexes, qui représentent les robots. Des chercheurs qui s'intéressent de contrôle-commande, donc de comment faire bouger le robot en fonction de ce qu'il mesure. Des chercheurs qui s'intéressent plus de sa perception. Donc, comme je disais auparavant, ce sera pour la plupart des traiteurs de signal qui permettent au robot de voir, entendre ou toucher en fonction des signaux, par exemple venant d'une caméra ou d'un microphone. Des autres chercheurs qui essayent de représenter l'environnement, donc par exemple de reconstruire des cartes ou des modèles à partir de ce que des modèles de l'environnement à partir de la mesure élaborée par les experts de perception. Ici, vous voyez par exemple la reconstruction de la squelette de l'humain à partir d'une vision de la vision par caméra. Et après, il existe, là c'est plus proche de l'informatique, des chercheurs qui s'intéressent de planification, donc ils essayent de planifier la séquence d'actions ou de tâches nécessaires
au robot pour aller d'un état initial à un état final. Donc là, on parle de planification. Je vais, dans les minutes qui restent, dire quelques mots, comme je vous avais dit, sur le lien entre perception et commande, qui a été un peu au cœur de mes activités de recherche et qui est aussi important dans le cadre du PPR, parce que c'est, disons, un domaine important de la communauté robotique en France. Donc ici, l'objectif est de fermer une boucle entre ce que le robot voit et ce qu'il doit réaliser. Par exemple, ici, vous voyez une vidéo d'une tâche en contrôle visuel réalisée, donc vidéo réalisée à Rennes dans le groupe de François Chaumette que je salue, je profite pour saluer. Et donc le robot ici réalise une tâche avec une caméra à la fin de son bras qui lui permet de voir des points et de les contrôler pour les voir d'une certaine manière. Pour réaliser ces tâches, de ramener les points à un endroit donné, on utilise une boucle fermée, comme nos ancêtres faisaient pour régler le niveau des cuves, mais cette fois avec évidemment un programme plus compliqué parce qu'il va falloir élaborer l'image pour extraire les points et ensuite décider comment faire bouger le robot pour réaliser ces tâches. Il s'agit là de problèmes de recherche assez pointus tous et qui permettent de réaliser la tâche qui après peut être utilisée dans un contexte industriel, par exemple pour permettre au robot de saisir une pièce. Alors, il s'avère que la plupart de ces opérations peuvent être formulées sous la forme d'un problème d'optimisation. Et donc, il- euh, Aujourd'hui, on peut dire que la robotique est assez indissociable de l'optimisation. La plupart des problèmes que nous traitons sont liés à cette discipline, qui est une discipline très ancienne, mais qui consiste à chercher des solutions aux problèmes de minimisation ou maximisation d'une fonction de coût. Typiquement, quand vous allez d'un point A à un point B, vous avez un programme qui fait l'optimisation, qui cherche la solution optimale pour trouver un trajet pour aller d'un endroit à l'autre. C'est un problème d'optimisation qui peut changer en fonction des contraintes. Là, par exemple, si je vais réaliser la même tâche en vélo, la solution sera différente que si je vais la réaliser en voiture. Il s'avère que dans les dernières années, on s'est aperçu que beaucoup de problèmes de robotique s'apparentent à des problèmes d'optimisation. Problèmes d'optimisation qui, initialement, dans l'histoire, ont été résolus. Par exemple, ici, c'est aussi un problème d'optimisation. La recherche d'une route par un véhicule autonome. Là où vous pouvez imaginer un véhicule qui voit la route et il faut qu'il soit capable d'extraire un modèle géométrique de cette route, donc les droites qui bordent la route. Eh ben, ce problème que vous voyez ici a été résolu il y a longtemps. Je passerai rapidement sur les équations avec une méthode qui s'appelle la méthode des moindres carrés et que sur cette vidéo est illustrée assez bien où pour essayer de trouver la droite qui représente au mieux la route que le véhicule doit suivre, on va la chercher parmi toutes les droites, on va chercher celle qui est la plus proche en termes d'erreur quadratique des différents points. Donc là, dans la vidéo, à chaque fois qu'un nouveau point est rajouté, la droite se déplace pour réduire l'erreur quadratique. C'est un problème qui a été résolu il y a très longtemps par Frédéric Gauss, que vous voyez ici, qui l'a utilisé pour prédire la position d'une comète dans le ciel au XVIIIe siècle. Mais c'est un problème qui aujourd'hui permet de résoudre tout un tas de problèmes, notamment en robotique, mais aussi dans un tas d'autres champs. Ce problème a été étendu ensuite dans les décennies plus récentes pour des problèmes non linéaires. Donc, si on n'arrive pas à trouver une droite, à séparer le monde, enfin des solutions ou le monde de notre problème en utilisant juste une représentation par droite et qu'on a besoin d'une représentation plus complexe, eh ben, il s'est avéré ces dernières années que les solutions pouvaient venir des réseaux de neurones. Et donc, c'est là, je dirais qu'il y a un lien entre la robotique et l'intelligence artificielle, puisque ces réseaux de neurones sont souvent aujourd'hui indissociablement associés à l'intelligence artificielle, bien qu'ils ne représentent qu'une infime partie de l'intelligence artificielle. Tout comme je crois vous avoir convaincu que les roboticiens, la communauté robotique contient tout un tas de sous-disciplines, et bien là, c'est pareil en IA. Mais les réseaux de neurones ont donc connu beaucoup de succès parce qu'ils ont permis, à travers ces représentations
euh, type celle que vous voyez ici, de résoudre le problème de la classification non linéaire et donc du machine learning. Dans des cas, par exemple, de traitement d'image, où vous voulez voir si, en regardant une image, si vous voyez un chat, un chien ou un oiseau. Donc, ça, c'est typiquement le genre de problème que dans les années 2013 environ a été euh, résolu de façon très efficace et inédite avec l'IA, donc en quelque sorte en constituant un changement radical de mentalité dans la communauté des traiteurs de signal qui s'intéressaient à ce problème. Et plus récemment, vous avez vu un phénomène similaire avec l'arrivée de ChatGPT, des réseaux qui permettent de construire du texte à partir des formulations très simples. Donc, je passerai un peu sur ça, puisqu'il ne reste plus de temps. J'approche la fin là. Donc, on peut aujourd'hui dire qu'il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Et là, j'essaye toujours un peu de mettre de l'eau sur le feu parce que le public et les médias ont tendance un peu à voir l'IA et la robotique comme de une la solution à tous les problèmes et de deux aussi un domaine qui est mûr et qui déjà fonctionne. Donc, il faut déjà clarifier, voilà, que par exemple, ChatGPT, pour moi, c'est très important de le dire, ce n'est pas un robot, puisque on loupe là la première hypothèse de la définition de Jean-Paul Lemonde, qui était la machine en mouvement. Donc, quand on parle de chatbot en général, pour moi, c'est un peu une aberration, parce qu'on n'est pas dans la robotique, c'est des systèmes logiciels, mais qui n'interagissent pas avec le monde physique. Et effectivement, la plupart des choses qu'on sait faire aujourd'hui sont des choses purement liées à des milieux structurés ou contrôlés. Par exemple, les robots de Boston Dynamics qui font des saltos, mais qui opèrent dans un milieu contrôlé et où tout a été programmé en avance. Dans la vraie vie, on a tenté il y a quelques années la même chose en milieu réel. Là, vous avez une compétition qui s'est déroulée aux États-Unis en 2015 où on essayait de mettre des robots humanoïdes dans des tâches du quotidien où vous voyez que la plupart des fois, ils arrivaient à peine à tenir debout. Et, aujourd'hui, la contrainte, c'est vraiment l'opération dans la vraie vie et dans le vrai monde où il y a des incertitudes et on n'a pas droit à l'erreur. Et donc, juste vraiment pour conclure sur mon dernier transparent, une chose qui m'a frappé, et j'ai lu une fois dans un article et que depuis j'essaie un peu de porter aussi comme argument quand j'essaie d'expliquer un peu les choses, c'est que nous, en tant qu'humains, on a fait les choses complètement à l'inverse de ce qu'a fait la machine. C'est-à-dire qu'au tout début de notre évolution, on a travaillé beaucoup dans l'espace, puisque c'était indispensable pour pouvoir se nourrir et chasser ou allumer un feu. Et donc, on a développé en premier l'intelligence spatiale ou incarnée, qui est aujourd'hui appelée souvent l'intelligence artificielle physique ou l'intelligence incarnée, embodied intelligence. Par la suite, avec probablement Sapiens, suivant les thèses de Harari, moi je ne suis pas expert là-dedans, mais disons, par la suite de l'évolution, l'humain a réussi aussi à construire des relations interpersonnelles et relationnelles. Mais c'est comme dans cette illustration de Bruegel, et donc à socialiser. Et ce n'est que très récemment, on va dire avec les Lumières, que l'humain a développé son intelligence logique, linguistique et mathématique pour résoudre des problèmes un peu inutiles comme le cube de Rubik. Et la chose paradoxale, et c'est là que je vais terminer parce que j'ai débordé, c'est que la machine, elle a été développée pour faire tout l'inverse. Donc les machines aujourd'hui sont capables de résoudre le point 3, commencent avec ChatGPT et les systèmes qu'on appelle les modèles fondamentaux à se relater à l'humain, à parler, à faire des discours, mais on est très loin du point 1 donc de l'intelligence spatiale ou incarnée, qui pour nous les humains a été la première. Et voilà, et sur ça, j'ai terminé. 2 minutes de trop, désolé. Pas de souci. Merci beaucoup, Andreas. C'était très intéressant. Alors, on prend là pendant 10 minutes toutes les questions
sur la présentation d'Andrea, que ce soit via des pouces, enfin, des levées de main ou Alors, pour qu'on active votre micro ou via des questions directement dans le chat. il y a des personnes, mais je crois qu'elles applaudissent en fait. Je suis pas sûr que ce soit des mains levées pour Oui. l'instant. C'est d'abord la gloire avant les questions. Euh, En attendant, dans mon oreillette, on me dit que David, tu avais déjà une première question pour lancer les gens. Oui, pour relancer rapidement le débat, peut-être. Alors, sur ta slide, où tu présentes modélisation, contrôle commande, perception, je me suis posé la question de la différence. Enfin, tu expliques cette différence, mais pourquoi vous faisiez cette différence entre le terme de modélisation et de représentation, dans le sens où, pour moi, la représentation de l'environnement, c'est aussi une modélisation de l'environnement. Je sais, voilà, je sais pas pourquoi vous distinguez les deux concepts. Oui, c'est très pertinent. Enfin, c'est moi qui ai fait cette distinction, mais tu as tout à fait raison. Et je pense que dans ma tête, euh, dans modélisation, j'ai mis la représentation du robot lui-même, et dans représentation, j'ai mis le reste. Mais après, je suis d'accord avec toi, ça revient à écrire des équations qui permettent de représenter ce qui se passe physiquement. Donc souvent, donc un peu comme dans la physique classique newtonienne, et donc les équations, nous on les appelle différentielles parce qu'en général il y a une notion de temps et de choses qui changent, mais c'est tout à fait pareil, effectivement. C'est juste que dans un cas, c'est pour le robot et dans l'autre cas, c'est pour tout le reste. Donc, par exemple, l'environnement, un appartement, la personne qui interagit avec le robot, comme dans la photo. Merci. Alors, je ne vois toujours pas de main levée. Peut-être en attendant une seconde question, ce serait, alors tu nous as fait un panorama de toute la recherche, toi, peut-être que tu l'as dit, mais je suis pas sûr. Dans quel champ disciplinaire tu te situes? Est-ce que tu es plutôt automaticien, traiteur du signal, électronicien? Voilà. Quelle partie, Moi, je travaille plus sur oui, la partie automatique, donc je dirais la troisième ligne là. Donc la conception du contrôle, comment contrôler le robot en fonction de ce qu'il mesure. Après, c'est très, la frontière est grise des fois. Ça veut dire que souvent on est amené à faire, à apprendre des choses dans les autres sous-disciplines. Donc j'ai fait aussi un peu de traitement du signal et j'ai fait un peu de programmation. C'est en quoi aussi le monde, et je pense tous les roboticiens sont passionnés du fait que voilà, il y a intrinsèquement à la robotique cette interdisciplinarité. Euh, donc, ah, je vois que quelqu'un a levé la main, on va lui donner, comment on fait. Activer le son. C'est bon, Ouais. normalement. Ah voilà, c'est bon. Monsieur François Bonjour Chomette, à vous tous. pouvez parler normalement. Bonjour à tous. Bonjour Andrea. Bravo pour ton exposé. Vraiment. Une petite question sur le début, c'est quand j'ai vu la machine à laver et puis le système de valve grec. euh, j'ai l'impression que pour toi c'était un robot. Et bon, j'avoue qu'il y a un petit peu de mouvement, mais il y en a quand même très très peu. Et donc, est-ce que, bon, alors après les frontières, hein, c'est toujours très difficile. Mais pour toi, ce sont des robots, là, la machine à laver et puis ce système-là. C'est pas un système dynamique, c'est un système on commande, enfin en automatique, on a toujours ça, quoi. au début, je disais, oui, au début, je disais toujours que ce n'était pas un robot. Et après, bon, si on parle juste de perception commande, la question peut se poser. Après, je pense que c'est là que la définition de Jean-Paul vient en aide, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de mouvement dans les deux cas. Et donc, in fine, je ne pense pas que ce soit des robots, et je pense que ça reste des systèmes automatiques. Le mouvement, il existe, mais il est pas, il affecte pas l'environnement. Donc, Il affecte, si tu veux, il affecte l'eau qui est dans le bassin. voilà, il affecte l'eau Et du c'est un peu bassin ou limite. le potage qu'on prépare pour les enfants, mais oui, oui, c'est très limité.
Ok, Donc, merci. oui, c'est plus une question pour un peu ouvrir le débat, mais oui, je dirais que ce ne sont pas des robots. Alors, Geoffrey, c'est pour rebondir. Oui, en quelque sorte, mais pas vraiment en fait, parce que c'était sur la place un peu ambiguë des chatbots qui sont pas de la robotique. Mais moi, je me pose pas mal de questions sur le statut de la simulation en robotique. Parce que je vois autour de moi beaucoup de gens qui, avant de se lancer à faire des expériences ou des manips sur un robot, passent par la simulation. Et donc, bon, là, il y a tout un décalage entre le monde idéal de la simulation et puis ce qui se passe sur les vrais robots. Mais la simulation, ça reste quand même un outil qui, du coup, ressort pas vraiment de la robotique parce qu'on est dans le virtuel, etc. Donc, Andrea, est-ce que tu peux m'éclairer sur le rôle de la simulation dans la robotique et pourquoi ça a l'air si important finalement? Ben, la simulation, oui, c'est tout à fait pertinent, hein. Après, effectivement, la simulation va mesurer les impacts de notre robot sur un environnement simulé, donc pas réel. Le mouvement est simulé, pas réel. Donc, effectivement, du point de vue de la définition initiale, je pense qu'on sort un peu des clous. Mais après, pour nous, euh, je dirais, premièrement, en tant qu'ingénieur, si on sort un peu du cadre, on va dire, épistémologique ou de la définition de la discipline, pour nous, c'est vraiment un outil fondamental parce que ça nous permet de faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est la réponse pragmatique. Ça nous évite de casser le robot ou d'avoir des expérimentations qui sont très onéreuses, toujours en robotique, aussi bien en termes de matériel que de ressources humaines. Et puis la deuxième réponse que tu peux accepter, Geoffrey, ou pas, c'est que, parce que c'est vrai qu'elle est un peu à la limite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des simulateurs qui reproduisent très bien la dynamique. Et donc, les effets de la physique newtonienne notamment, mais jusqu'à la dynamique des fluides et à des problèmes très pointus de physique. Et donc, de ce fait, il s'avère qu'utiliser un simulateur permet de valider tout un tas de choses avant d'aller dans la vraie vie. Je pense même par rapport à la vidéo que je vous ai montrée des humanoïdes qui tombaient en 2015. Aujourd'hui, avec la puissance des simulateurs actuels, je pense que ces choses-là peuvent être repérées beaucoup plus tôt. Donc déjà en 2015, on n'avait pas ces ressources. Donc voilà. Mais après, si on suit à la lettre la définition, tu as raison, c'est pas, ça échappe un peu à la réalité du monde. Alors, il y Oui, a deux personnes voilà. qui lèvent la main, mais peut-être pour D'abord pas trop Raja pénaliser le Shatila. chat. Ouais. D'abord, mais Ah pour oui, peut-être pas pénaliser le chat non plus, je vais lire la question du chat, à moins que ce soit pour rebondir. Non, bon, j'ai pas l'impression. Je vais du coup lire la question du chat qui est de Louis de Vilaine. Comment s'opère la sélection des problèmes que cherchent à résoudre les roboticiens? Est-ce que ce sont généralement les demandes des industriels qui pilotent les projets de la discipline? Alors, très bonne question, encore. Oui, non, je dirais que les industriels, effectivement, nous posent des problèmes. Après, ça dépend, hein. Là aussi, la robotique est vaste. On ne travaille pas tous avec les industriels, mais disons qu'en général, on essaie de résoudre des besoins sociétaux. Donc, après, si c'est pas un industriel, ça peut être un, un hôpital, un agriculteur, mais disons qu'il y a un problème sociétal et dans le cadre des projets qu'on monte avec des financements, on essaye d'attaquer ces problèmes et les projets européens, français, etc. Dans le PPR, c'est un peu différent, c'est une autre histoire, mais en général, on essaye d'adresser des cas réels. Et donc là, le cahier des charges, il est précis, mais il est vraiment très spécifique de la tâche. Par exemple, dans la vidéo que je vous ai montrée de l'assemblage du joint homocinétique, ben, il fallait faire ça. Après, l'industriel, il n'est pas dans ces nuances qui sont montrées sur ce transparent. Donc, après, la division des tâches, ça vient de nous, qui connaissons un peu plus la pile des tâches, on va dire, et donc qui pouvons identifier où se situe la problématique. Parfois, la problématique, elle est très
en amont au niveau de la conception. On voit tout de suite qu'un robot traditionnel, il ne pourra pas faire l'affaire. Donc, on va solliciter des collègues qui sont en mécanique pour construire un robot pour réaliser cette tâche. Mais l'industriel, peut-être qu'il ne voit pas ces nuances. D'autres fois, on peut prendre un robot du marché, le changer un peu, comme j'ai dit, le hacker, pour qu'il fasse ce qu'on veut. Donc, la répartition est plus de notre côté que du côté du client, entre guillemets. Je sais pas si ça- Alors, on avait une question. Alors, j'ai, Raja Chatila. voilà. Oui, merci beaucoup pour cet exposé qui est très complet. Je voudrais revenir sur deux points en fait. Le premier, c'est celui qu'a évoqué François. À mon sens, le robot qui était montré sur la figure, enfin le robot grec, disons, qui était montré sur la figure, n'est pas un robot parce que la partie qui se déplace, c'est-à-dire la partie action, est en fait un capteur du robot. Ça fait partie du robot lui-même, mais ça joue le rôle d'un capteur. Donc en fait, il ne bouge pas, c'est sa méthode de captation. Il n'y a pas de véritable action, et l'action est exercée par la montée de l'eau. Ce n'est pas le robot qui décide de cette action-là. Donc, je pense qu'on peut quand même le sortir de la catégorie robot, parce que finalement, le déplacement n'est pas le fait du robot lui-même. Alors, ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est une question de terminologie, parce que justement, on a les collègues de sciences sociales, et je crois qu'ils seraient intéressés par cette terminologie. C'est le mot collaborateur que j'ai vu apparaître sur l'un des slides, qui, moi, me pose problème parce que la notion de collaborateur est une notion qui est relativement, euh, historiquement, disons, réservée à quelqu'un qui est de même nature. On collabore avec d'autres êtres humains. Et c'est venu un peu dans le langage de la robotique, je voulais le souligner, en parlant de cobot ou de robots collaborateurs, parce que le fait de dire que le robot est un outil semblait peut-être un peu limité, mais j'insiste sur le fait que je ne crois pas que, et ça méritera discussion éventuellement une autre fois peut-être, ce n'est pas la notion de collaboration. Le robot reste un outil perfectionné, un outil avancé, mais il ne collabore pas avec l'être humain au sens de la signification du mot collaboration, qui est celui non seulement du langage courant, mais même du fondement de ce que ça veut dire collaborer. Et puis finalement, je voulais aussi critiquer, excuse-moi, la notion de hacker. Parce que le hacker essaye de pénétrer un système qui, a priori, lui est étranger. Alors que quand on programme des actions, ou quand on programme un robot, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de hacker ou de détourner le système ou de lui ajouter quelque chose qui est un peu pas dans sa fonction. Voilà. Merci en tout cas de nouveau pour ton exposé très complet. Merci beaucoup et pour vos conseils, toi et François. Je vais améliorer les slides. Et merci beaucoup. Alors, je suis désolé, Guillaume, qui est coordinateur par ailleurs du réseau de RSHS. Je t'invite à garder ta question pour la phase de débat après, sinon on va prendre trop de retard. Pareillement, Ophélie Carreras, on a noté votre question de côté et on la reprendra plus tard pour après le débat. Et on va directement passer la main à Geoffrey Baker pour en gros une intervention sur la robotique et les roboticiens vus par un anthropologue. En précisant, pendant que Geoffrey se prépare, que alors l'idée de chaque séance, ce sera de faire intervenir un chercheur représentant des sciences humaines et sociales et un chercheur représentant de la robotique pour discuter d'une thématique très précise, en l'occurrence ici aujourd'hui, l'épistémologie de la robotique. Merci beaucoup pour votre invitation et cette introduction. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Ça s'affiche correctement? Oui. D'accord.
Donc moi, oui, je vais essayer d'aborder un petit peu mon travail de terrain. En réalité, vous savez, les anthropologues passent beaucoup de temps sur le terrain et tirent de leur expérience des réflexions à propos de ce qu'ils ont vu. Et donc moi, mon expérience de terrain, elle commence avec la robotique en 2009 chez Aldebaran Robotics et elle s'est étendue depuis à quelques laboratoires de recherche, des fabricants, chez des utilisateurs aussi de machines. Et au départ, je me suis concentré beaucoup sur les robots dits humanoïdes parce que j'étais plein de questions à propos de cette imitation du corps humain, de ses fins, de ce que ça apporte, y compris en matière de production des connaissances. Et donc toutes ces thématiques liées aussi à l'imitation ou à l'inspiration par le vivant des systèmes robotiques. Et ça a donné lieu à un livre en particulier qui est apparu en 2015 qui s'appelle Humanoïde, qui est tiré de ma thèse. Et puis après, avec le groupe Cifin en particulier, on a eu l'occasion aussi de mener des travaux sur les interactions entre humains et machines, en s'intéressant de manière interdisciplinaire aux différents angles par lesquels on peut entrer dans ces sujets et sur les questions que ça pose. Donc, moi, dans mon travail, en fait, je me suis intéressé aux roboticiens en me posant une question finalement assez naïve sur les communautés, la communauté des roboticiens. Et quand on est anthropologue, ethnologue, ethnographe, on pourrait même dire, on est obligé un peu de se poser la question du statut de communauté des groupes humains dont on observe les activités, dans lesquelles on évolue, dans lesquelles on inscrit ces activités. Et avec la robotique, Andrea l'a très très bien décrit tout à l'heure, il y a ça a l'air un peu plus compliqué que les communautés que les anthropologues ont l'habitude d'étudier. Et quand on s'intéresse à la robotique, on a tendance à considérer finalement euh, la robotique en lui accordant d'emblée le statut de communauté, ce qui n'est pas si évident. Et on peut se demander si la robotique est réellement une communauté et qu'est-ce qui pourrait faire que c'en est une. Du coup, la question de l'ethnographie, elle s'adresse à des groupes qui, en général, habitent un même lieu, qui partagent pas mal de choses, hein, que ce soit des ancêtres, des rituels, des croyances, des fêtes, une langue, tout un tas d'éléments comme ça qui relèvent d'une culture. Et ça pose une difficulté, en fait, vis-à-vis de ce qu'on peut entendre par le terme communauté en robotique et vis-à-vis de l'application de ce terme à un groupe humain qui ne partage pas nécessairement des traits communs. Et donc cette question-là, ça relève d'un point d'épistémologie, mais qui est situé plutôt cette fois-ci du côté des sciences humaines et sociales, mais qui porte également sur le statut des communautés scientifiques, tel qu'il est abordé en particulier dans la philosophie des sciences et des techniques. Donc, du coup, la question, euh, est-ce que la robotique est une communauté dont on peut faire l'ethnographie au sens classique du terme? Et donc, pour tenter d'aborder des éléments de réponse à cette question, je vais m'appuyer sur un événement annuel qui est bien connu des roboticiens, bien qu'il soit, pardon, pas exactement considéré de la même manière hein, par tous les roboticiens. Et donc cet événement, c'est la RoboCup. Donc la RoboCup, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'un événement annuel qui rassemble plusieurs milliers de participants, hein, en majeure partie des étudiants et leurs encadrants. Et donc la RoboCup, c'est une compétition internationale de robotique qui a été créée à la fin des années 90 dans la continuité d'autres pratiques s'appuyant sur le jeu pour avancer donc sur des questions de recherche
associées à la robotique. Donc ça peut être, c'est tout un tas de questions qui concernent par exemple la coordination des agents robotiques dans l'action, des questions liées aussi ben, au traitement du signal, à la perception, à l'action individuelle ou collective. Et donc tout ça, ça montre en réalité des intérêts qu'Andrea a déjà évoqués et des disciplines à l'intérieur même de la robotique qui sont assez différentes. Donc ce genre d'événement, c'est aussi pour pour ces organisateurs, un moyen de constituer un collectif autour de thématiques précises et puis de favoriser ben, des échanges internationaux autour d'un socle commun et de règles et de contraintes qui sont partagées. Il y a aussi une approche didactique de la RoboCup. C'est une manière d'être ensemble. Il y a des phases très intensives de travail qui se répartissent en général sur la deuxième partie de l'année universitaire, qui est une partie où les groupes se constituent, où les équipes se constituent, où le travail commence à s'amorcer. Et puis didactique aussi parce que dans ces groupes, les jeunes roboticiens et informaticiens cherchent à avancer sur leur thématique de recherche, notamment dans le cadre de leur mémoire. Et donc, c'est aussi un moyen pour eux de vérifier enfin, de travailler sur des problèmes spécifiques liés à leurs études et puis d'apporter des solutions techniques qui peuvent valoriser. Donc, en réalité, la RoboCup, ça s'articule autour de différentes ligues. Et donc, j'ai pu observer différents moments en marge de mon terrain dans les laboratoires. J'y suis allé une première fois en 2009 à Graz, immédiatement après un stage que j'avais fait chez Aldebaran Robotics. À l'époque, je crois que c'est encore le cas maintenant, Aldebaran Robotics enfin le robot Nao était utilisé dans la ligue standard de la RoboCup. Et donc, Aldébaran avait une clinique de Nao qui permettait de réparer les robots pendant la compétition. Donc, sortant de chez eux et allant immédiatement après à la RoboCup, c'était aussi un moyen de rester un petit peu sur le terrain avec eux et de voir un petit peu les usages et les contraintes auxquelles étaient confrontés les joueurs de la RoboCup. J'y suis allé une deuxième fois en 2011 à Istanbul. Et puis, à partir de 2021, je me suis un peu plus concentré sur la ligue logistique. Je vous en dirai un mot tout à l'heure, en suivant une équipe allemande de l'université RWTH à Aix-la-Chapelle. Ça m'a permis ben, déjà de voir leur travail, ce que ça impliquait, ce qu'ils mettaient dans leur machine. Et puis, j'ai pu les suivre aussi pendant l'Open d'Allemagne en 2022, juste après la pandémie. Ils avaient réussi à organiser cet événement. Et puis, je les ai suivis aussi à Bordeaux en 2023 dans le cadre de la dernière édition de la RoboCup. Donc, il y a différentes ligues, comme je vous le disais, dans cette compétition. Je peux en faire rapidement l'inventaire. Il y a ce qu'on appelle la Ligue junior. Alors, la Ligue junior, c'est plutôt des lycéens, je crois, ou enfin, des gens plutôt jeunes qui soit construisent des robots, comme vous voyez sur l'image de droite, pour les faire jouer sur des petits terrains de football, ou alors ils font des performances un peu théâtralisées où il y a des éléments automatiques, des automates qui sont mobilisés. Il y a une ligue qui s'appelle At Home, où là, c'est des problématiques spécifiques liées à la vie dans l'espace domestique. Alors là, ce sont des machines qui, par exemple, doivent aller chercher une liste d'objets dans des placards, etc. Donc ça, c'est une ligue qui rassemble aussi pas mal de participants. Une autre ligue, c'est la ligue Rescue, je vais un peu vite, voilà, la ligue Rescue, où là, sont des robots, la plupart du temps à chenilles, qui doivent se déplacer dans un labyrinthe pour aller secourir des gens ou aller chercher des choses. Et donc, il y a deux approches, hein, des approches complètement automatisées, où le robot doit se fier à ses perceptions donc effectuer des mesures dans ce labyrinthe pour remplir ses objectifs,
ou alors il peut être aussi commandé à distance avec une part d'autonomie. Mais bon, ces ligues-là, je les ai pas tellement étudiées. Et puis viennent enfin la grande compétition de football robotique qui, elle, est c'est la plus célèbre en fait de toutes, hein. Si vous avez déjà entendu parler de la RoboCup, il est fort probable que vous ayez vu jouer des robots au football. Or, ces ligues sont quand même assez larges, celle qui regroupe le plus de participants. On en trouve plusieurs. Il y a effectivement la Small Size League, où là, ce sont des petits agents là, que vous voyez à l'écran, dont les actions sont coordonnées par un système central qui dépend d'un système de vision que vous voyez suspendu là sur ces portiques sur la photo de gauche. Et donc, ça donne une représentation du terrain. Le système reconnaît les robots de sa propre équipe et ajuste son action en fonction de l'action de l'équipe adverse. Donc là, c'est quelque chose de très, très centralisé. Et bon, ça, c'est un jeu qui va très, très vite, hein. Les agents se déplacent très, très rapidement sur le terrain. Et c'est plutôt étonnant, hein, à regarder quand on connaît pas la robotique. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais très surpris. Et ensuite vient Middle Size League, où là, ce sont des agents qui sont pas raccordés à un système central, enfin pas à ma connaissance, et qui sont équipés de caméras 3D et qui évoluent sur des terrains un petit peu plus grands. Avec des balles de football qui ont la taille d'une balle réelle. Et donc là, ces agents-là, là c'était en 2009 à Graz, ils coordonnaient quasiment pas leurs actions entre eux. Je crois que c'est un peu plus le cas aujourd'hui. Là, en 2023, ça commençait à ressembler à du jeu en équipe, ce qui n'était pas tellement le cas dans les années 2009 et puis de 2011. Après ça, arrivent les ligues humanoïdes. Alors là aussi, il y a plusieurs sortes de compétitions. Il y a la Standard League qui fait concourir des robots Nao par équipe de trois. Donc là aussi, les perceptions, elles sont locales, hein, elles sont embarquées par les robots et il n'y a pas de représentation du terrain comme c'est le cas dans la Small Side League. Donc ça implique un travail de visualisation et de coordination et de communication entre les agents qui est assez spécifique. Et puis aussi, il faut se déplacer rapidement sur le terrain, ce qui fait qu'il y a tout un travail d'optimisation de la marche qui rentre en compte. Une autre ligue qui est assez connue aujourd'hui parce que ben, c'est l'équipe d'Olivier Ly qui est championne du monde à l'heure actuelle, c'est la Kid Size League. Donc là, ce sont des robots qui sont construits par les équipes et puis qui sont soumis en fait aux mêmes contraintes que les robots de la Standard League. Ils doivent pouvoir ben, capter la balle, détecter les buts, se déplacer de manière rapide, pouvoir se relever s'ils tombent. Et je peux vous dire qu'ils tombent souvent. Et puis adopter dans certains cas bah, des stratégies d'équipe qui considèrent des agents des multiples quoi, enfin de plusieurs agents. Enfin vient la Teen Size League où là bon là c'était des images de 2009. En gros, c'était des séances de tir au but avec des agents qui font à peu près 1 mètre de hauteur, des agents robotiques bipèdes. Donc, ils se déplacent ils doivent localiser la balle, identifier les buts, déterminer un angle de tir et tirer. Et il y a aussi une autre ligue qui s'appelle la Adult Size, où là, ce sont des humanoïdes encore plus grands qui nécessitent d'être surveillés en permanence par un opérateur humain situé derrière eux. Et donc là, c'est tout à fait étonnant parce que les opérateurs humains veillent vraiment, accompagnent le robot dans ses actions et veillent vraiment à ce qu'il évite de tomber parce que ce sont des machines qui sont quand même assez grande, assez chère à construire également.
Et, la casse, c'est toujours un problème dans ces compétitions, même si ça arrive régulièrement. Et puis, il y a d'autres ligues qui ont émergé depuis quelques années, notamment la ligue At Work. Et dans cette ligue At Work, on trouve la RoboCup Logistic League, pardon, où là, c'est un environnement un peu industriel en fait qui est recréé. C'est une ligue enfin, anciennement ligue hockey. Ils essayaient de jouer au hockey en déplaçant un palais dans des buts, mais c'est finalement avec Festo qui sponsorise la ligue, ils se sont décidés pour cette configuration où là, il s'agit pour des petites tourelles robotiques que vous voyez à gauche, là, d'assembler des produits. Donc, ce sont des petites boîtes, ils peuvent les empiler. Plus vous avez un produit compliqué, plus vous avez de points. Et donc, vous évoluez dans un environnement avec différentes unités de production des unités qui vont vous distribuer des morceaux de produits, d'autres qui vont permettre de les assembler, et puis une station finale qui va permettre de faire la livraison de ce produit-là. Et donc, vous êtes contraint donc d'adapter une base mobile, ici la plateforme Robotino, pour qu'elle puisse faire tout ça. Donc, vous avez des caméras, des capteurs LiDAR qui permettent de faire la cartographie. Andrea nous a montré ces exemples de représentation tout à l'heure. Vous êtes obligé de construire une pince aussi pour manipuler ces produits et donc d'avoir une caméra pour détecter les unités de production. Là, vous voyez des espèces de petits QR codes sur les unités de production, mais vous devez aussi, par exemple, détecter le petit tapis roulant, la petite rampe là, sur laquelle vous devez déposer vos produits pour soit en assembler des plus complexes, soit assurer la livraison. Et donc, votre robot, il doit avoir une représentation du monde qui est limitée à ces trois éléments-là, l'unité de production, les petites conveyor belts, là, les petits tapis roulants, et aussi des glissières qui permettent de placer les produits une fois assemblés. Et donc, ça nécessite un certain apprentissage en réalité du robot. Et quand j'ai suivi l'équipe Caro Logistics, ils étaient sur le point d'intégrer une solution de vision et d'apprentissage sur la vision qui s'appelle YOLO, qui est en fait un algo de vision qui s'appuie sur des réseaux de neurones convolutifs, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous êtes obligé en plus des problèmes de robotique, d'inclure des problèmes liés au travail mené sur l'IA, par exemple. Et donc, votre robot, par exemple, vous pouvez lui fournir des milliers d'images comme celle-ci, où il doit apprendre à détecter l'unité de production, les rampes, les glissières, les tapis roulants et puis les petits produits, quoi. Et donc là, c'est tout à fait nouveau, je vais dire, dans la RoboCup, hein. C'est une ligue qui a quelques années, qui ne cesse de progresser et qui n'imite pas le football, mais cherche à s'inscrire dans des problématiques liées à la logistique de production, l'industrie 4.0. Et donc, c'est pas la seule compétition, il y en a d'autres qui sont organisées par DHL, par exemple, ou même par Amazon où les opérations de pick and place prennent une place, l'automatisation des opérations de pick and place prend une importance assez considérable pour les industriels. Donc, en réalité, vous voyez que c'est pas si simple de parler de communauté, étant donné la variété des approches et des centres d'intérêt, mais aussi des méthodes. Là, vous l'avez vu avec l'intégration du YOLO. Mais en fait, c'est pas très étonnant parce que cette variété, finalement, c'est un peu ce qui fait la particularité de la robotique, du fait de son extrême interdisciplinarité. André l'a très bien montré, hein. On fait de la robotique en étant électronicien, en étant mécanicien, en étant informaticien
roboticiens, et puis dans chacun de ces champs, les intérêts particuliers pour telle ou telle approche, les champs d'expertise vont faire que on s'adresse aussi à des communautés à l'intérieur de la communauté. Les grandes conférences en sont un exemple, par exemple. Bon. Du coup, c'est pas facile de définir la robotique comme une communauté parce que déjà, il y a un caractère transnational, même intercontinental. C'est des gens absolument du monde entier qui font de la robotique. Il n'y a pas une langue vernaculaire. On parle toutes les langues du monde en robotique, mais il y a une langue véhiculaire que je crois que l'anglais est quand même la langue par laquelle on est tous un peu obligés de passer dans ces milieux, ces milieux-là. C'est pas le seul cas, hein, c'est aussi le cas pour d'autres champs disciplinaires. Le caractère interdisciplinaire, il se voit aussi dans les pratiques et ça traduit aussi, comme je vous le disais, des cultures de recherche d'une assez grande diversité. Les domaines de recherche sont extrêmement variés. Là, on a vu des domaines qui ont leurs conférences, hein, que ce soit sur les humanoïdes, les systèmes multi-agents, l'intelligence embarquée, les techniques de traitement du signal, la vision, etc. Tout ça, ce sont déjà des communautés à l'intérieur même de la robotique. Et enfin, on peut aussi s'interroger sur les différences de finalité, la téléologie de ces systèmes. Parce que là, comme le disait Andrea, tous les roboticiens ne travaillent pas avec les industriels. Et donc, c'est difficile de considérer sur un même plan les fins qui sont associées à différents investissements, je vais dire. Difficile de comparer, par exemple, ce que fait Elon Musk avec ce qu'on fait dans les organismes publics de recherche en France, par exemple. C'est pas si évident. Mais d'un autre côté, on voit aussi des éléments qui permettent de structurer, on va dire, un petit peu la communauté des roboticiens. On voit des grandes compétitions de robotique. Là, j'ai essayé de vous en montrer une. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup. En réalité, le jeu en informatique comme en robotique, c'est vraiment un moteur pour tester des solutions, faire de la recherche aussi. Et là, tout à l'heure, Andrea nous a montré la grande compétition organisée par DARPA sur les humanoïdes, avec tous ces robots qui tombent là. Et donc ça, c'est aussi un jeu, donc c'est une manière, c'est une pratique, hein, c'est vraiment intégré. Il y a aussi, forcément, je vous le disais, des revues spécialisées, des grandes conférences thématiques qui tentent d'assembler le plus grand nombre. Hein. Ces grandes conférences, elles rassemblent des milliers de gens à chaque fois, des milliers de gens qui partagent des méthodes, un intérêt commun pour tel ou tel domaine ou sous-domaine de la robotique. Il y a aussi peut-être un imaginaire commun, des symboles partagés. Là, je pense que parmi nous, si je vous dis que 42 est une bonne réponse, vous comprendrez ce que je veux dire. Évidemment, il s'agit d'une allusion à un roman bien connu, The Hitchhiker's Guide of the Galaxy, que je retrouve assez souvent dans mes conversations ou au détour d'un fond d'écran dans un couloir d'un laboratoire par ici ou par là. Et puis évidemment, il y a des intérêts qui sont partagés, en particulier pour les processus biologiques, les processus vitaux, les processus intellectuels qui sont aussi des processus biologiques. Et puis donc tout ça, c'est un petit peu un moteur de ce qui fait le charme de cette discipline et donc qui est très large, hein, qui va des processus de décision jusqu'au biomorphisme. Alors, du coup, la robotique est-elle une communauté? Eh ben, pas au sens où l'entendent habituellement les anthropologues, je dirais. On ne se situe pas au niveau de l'ethnos, c'est-à-dire l'assemblée du groupe humain, quoi, au moment où ils se retrouvent ensemble et partagent des valeurs, une culture. Mais on se situe plutôt juste de la coprésence, et encore, c'est-à-dire de ce qu'en grec on appellerait laos. Mais il y a plus parce que les roboticiens n'attendent pas d'être ensemble pour faire une communauté. Ils partagent bien plus que les grands événements scientifiques ou ludiques. Donc, si la robotique en réalité est une communauté, elle est plutôt une communauté épistémique
comme d'ailleurs le rappellent Morgan Meyer et Suzanne Molyneux-Hodgson. Les communautés épistémiques sont les communautés concernées par la production et la diffusion de connaissances et la relation de celles-ci aux politiques. Donc, dans la littérature, une communauté épistémique, c'est un collectif de personnes ayant une expertise dans un domaine donné, une expertise qui se traduit notamment par des compétences reconnues et par une légitimité et une autorité en manière de production de connaissances. D'une certaine façon, ces communautés peuvent inclure, elles incluent des groupes interdisciplinaires dont le périmètre d'action, de pratique et de connaissance est lui-même mouvant. Donc là, ce que rappellent Morgan Meyer et Suzanne Molyneux, c'est que on peut d'une certaine façon considérer ces communautés comme des cibles mouvantes. Ceci veut dire au moins trois choses. D'abord, reconnaître que les communautés sont rarement des entités fixes et que l'on ne les retrouve pas dans un seul endroit. Elles ne sont pas liées à un seul endroit. Deuxièmement, qu'il faut suivre les discours et les pratiques des scientifiques qui visent à construire, à ordonner, à transformer les communautés. Et enfin, examiner comment ces collectivités deviennent un lieu de travail politique, c'est-à-dire la façon dont elles sont censées faire bouger les choses, leur pouvoir de transformation. Et c'est peut-être là qu'elles sont aussi intéressantes à étudier, ces communautés, parce qu'il faudrait voir un petit peu plus en détail en quoi la communauté roboticienne, s'il y a bien une communauté, elle s'active sur le terrain du politique, c'est-à-dire en d'autres termes, comment elle devient un démos, c'est-à-dire une assemblée occupant un rôle sur le plan politique. Et donc, et je vais conclure là-dessus, comme ça nous laissera un petit peu le temps de la discussion. Ce qu'il importe peut-être de faire quand on étudie ces groupes, c'est peut-être de mieux saisir comment la robotique s'imagine en tant que communauté et finalement revenir une fois de plus, ce qu'adorent faire les anthropologues, à la phase de terrain et à l'ethnographie. Et donc, je vais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geoffrey. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en attendant, je mets aussi dans le chat des liens qui vous permettront d'explorer un peu plus les travaux de Geoffrey. Ah, alors, je vais vous donner la parole. Normalement, vous avez le son. Oui, vous m'entendez? Oui, On vous entend. très bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Geoffrey. Moi, j'avais une question, alors qui venait par rapport à des travaux que j'avais pu faire précédemment sur une autre communauté, entre guillemets, qui est celle des futurologues, des futuristes et des prospectivistes au sens général du terme. C'est que j'ai pu observer que ça, c'est un peu dans le même sens, presque une communauté, mais c'est aussi une communauté pour laquelle le statut de science, la scientificité de leur travail est questionné, remise en cause et toujours en doute, et même par les agents eux-mêmes de ce milieu. Les futurologues, pourtant, il y a tout un tas de grandes revues, de grands événements qui sont dédiés aux future studies, par exemple. Et pourtant, il y a toujours ce doute sur la scientificité de leur travail. Et j'ai pu observer autour de ces conférences internationales que c'est aussi un milieu dans lequel il y a beaucoup d'institutions publiques comme l'Union européenne, des gouvernements, donc des institutions politiques et des institutions aussi privées, des entreprises qui vont investir aussi dans ce genre d'activités et qui vont avoir une très grande présence dans ces événements. Et donc je me demandais dans quelle mesure ces deux types de communautés sont comparables avec la robotique. Et parce que j'ai l'impression que dans la robotique, la scientificité, elle n'est pas forcément remise en cause. Enfin, elle n'est pas forcément mise en doute. Enfin, c'est une hypothèse que je fais. Donc, je m'interrogeais sur comment ça peut être comparable et aussi sur qu'est-ce qui fonde en fait la scientificité dans ce milieu interdisciplinaire qui est plein d'acteurs de la recherche publique, mais aussi des acteurs privés, parce que tu évoquais un robot Festo, par exemple, et Festo, il me semble que c'est une entreprise privée. Donc, comment cette scientificité se définit par les acteurs et au-delà des acteurs aussi?
pense que je suis assez mal placé pour répondre à cette question, parce que ça c'est plutôt une question qui s'adresse aux roboticiens eux-mêmes. Mais non, effectivement. Après, moi j'ai vu sur le terrain, j'ai vu deux choses. Alors déjà, la scientificité, la preuve, elle s'apporte par les mathématiques assez souvent. Mais il y a des cas où c'est le robot parce qu'il réussit à faire quelque chose. Du coup, il apporte la preuve que ça fonctionne et ça se constitue en tant que preuve de ce point de vue-là. Donc, il y a des fois où c'est peut-être un peu plus ambigu qu'il y paraît. Mais effectivement, du point de vue, quand la robotique s'appuie sur les mathématiques, c'est difficile de remettre en cause la scientificité de ces travaux-là. Après, bon, la question était assez large, donc je vais sans doute pas pouvoir répondre à tout, mais effectivement, il y a bon nombre, enfin, il y a énormément d'acteurs différents, soit des opérateurs privés, des opérateurs publics, et qui investissent dans le champ de la robotique. Euh, Ce que je dirais, enfin, là où c'est comparable avec les communautés que tu as étudiées, je pense que ça nous force à faire une anthropologie, enfin, un terrain ethnographique multisitué. Et donc, c'est des communautés qui sont éclatées dans l'espace et qui sont extrêmement interdisciplinaires. Je ne sais pas si je réponds entièrement à la question, mais je vois plein de réactions, donc on va laisser la parole à d'autres. Charlie, ton son est coupé. Alors, j'ai essayé d'activer le micro C'est bon, de... je donnais Ok. la main. Alors, Vas-y, peut-être Raja. Oui, merci. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous permet de nous regarder dans un miroir. Euh, je voulais juste essayer de répondre un tout petit peu à la question de la scientificité. Euh, je crois que pour certains, la robotique est considérée comme trop expérimentale et pas assez théorique. Et en ce sens, certains lui dénient ou lui ont dénié la qualité scientifique, parce que justement, trop expérimental. Il fut une époque, effectivement, par exemple, où il n'y avait pas suffisamment de partage d'expérience, il n'y avait pas suffisamment de partage de méthodologie, et donc on avait le laboratoire X qui faisait un système, puis le laboratoire Y qui en faisait un autre, et le laboratoire Z un troisième, mais sans principe sous-jacent qui soit qui soit bien clair et explicite. Et ça a provoqué peut-être cette euh, situation où la robotique était considérée comme n'étant pas suffisamment scientifique, c'est-à-dire fondée sur des principes même si les maths, bien sûr, il y a toujours des maths, mais c'est pas la même chose. Mais la discipline a beaucoup mûri, et donc je pense aujourd'hui, effectivement, que la scientificité n'est plus niée. Et juste comme indice comment dire, de cette problématique d'identité, c'est que les roboticiens ont beaucoup travaillé pour montrer que leur discipline est une science en intitulant des revues ou des conférences Science, Robotics, Science and System, par exemple, ou Robotics Science. Et le fait de mettre le terme était une sorte de tentative historiquement d'affirmer finalement le caractère scientifique de la discipline et pas uniquement comme ensemble d'expérimentation. Voilà, c'est juste un petit commentaire de... Merci beaucoup. Si, Guillaume, Oui, on se retrouve. alors pour compléter un peu, je veux dire que effectivement, le statut de la preuve dans la communauté robotique a quand même longtemps été et est toujours dominé par la preuve mathématique. Et ça nous renvoie à des questions qui ont été évoquées précédemment sur la question de la modélisation ou de la simulation. Et on est un peu en difficulté parce que, en effet, nous savons modéliser mathématiquement un certain nombre de choses,
mais la modélisation est une abstraction. C'est en général une simplification, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de phénomènes qui nous emmerdent un peu et qu'on ne met pas dans les modèles parce que sinon on ne sait plus manipuler les modèles, en tout cas pour établir des preuves mathématiques. Par exemple, pour être un peu simple, les processus qu'on regarde ou les objets qu'on regarde sont très non linéaires et discrétisés, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas en temps continu, ils fonctionnent à des instants auxquels on les regarde, auxquels on les commande, et il est extrêmement difficile de travailler à une modélisation qui prenne en compte à la fois la non-linéarité et le caractère échantillonné des systèmes. Donc, assez souvent, par exemple, on va considérer la non-linéarité, mais dire qu'on échantillonne assez vite pour négliger le fait que c'est échantillonné ou des choses comme ça. Donc, on a des modèles, ils sont abstraits, ils sont très simplifiés, et cependant, et là c'est presque une construction sociale entre nous, nous avons collectivement décidé que ça, c'était quelque chose de tangible, de discutable, de comparable, et que donc ça avait un statut de preuve et de discussion. Alors qu'en effet, les expériences, comme le disait Raja, elles ont longtemps été conçues un petit peu indépendamment, et de ce point de vue, les compétitions dont tu parles, Geoffrey, euh, ont quelque chose d'intéressant, qui a un peu changé aussi le rapport à l'expérimentation, c'est que ce ne sont pas les chercheurs qui développent leurs robots qui fixent les conditions de l'expérience. Les conditions de l'expérience, elles sont fixées par une règle du jeu. Alors, il y en a plein des challenges. J'ai vu que dans quelques mois, il y a une nouvelle compétition pour les robots qui est un semi-marathon organisé à Pékin où les robots vont pouvoir courir en même temps que les humains. Mais il y en a plein, plein. Il y a le challenge d'ARPA, il y a le foot dont tu as parlé, etc. Euh, Au moins, ceci présente un intérêt scientifique qui est que tout le monde a le même environnement, tout le monde a le même objet, tout le monde a les mêmes règles, et on va travailler par rapport à ça. Cependant, ça reste toujours dans un cadre qui est très limité, très fermé, qui est celui des règles du jeu, celui de l'aire de jeu, celui même du marathon sur le circuit du marathon. Et nous n'arrivons pas à trouver des, des- des- des éléments de preuve expérimentale qui soient indiscutables. Ça fait des années qu'on parle de benchmarking, etc. Et c'est assez compliqué car les dispositifs et les situations sont assez différents. Guillaume, Andrea, tu avais levé la main à un moment donné, je ne sais pas si c'était toujours d'actualité. Non, Ah, je crois que les collègues ont répondu. Après, oui, ça reste très expérimental. Il y a eu surtout, oui. Non, mais je vais rien rajouter. C'est Guillaume et Raja disent que, ont très bien dit ce que j'avais en tête. très bien, bon, merci beaucoup. Peut-être qu'on va passer sur la phase suivante, avec les questionnements, les échanges que l'on avait prévus. Oui, tout à fait. Je partage très rapidement l'écran, mais c'est juste pour petits éléments des mathématiques. Alors, pour la suite, je sais pas si je suis. Ah voilà. Donc, on avait proposé deux principales questions, mais l'intérêt, c'est pas de limiter le débat autour de ça. Vous pouvez aussi revenir en arrière sur la conversation qu'on a eue, faire des questions plus précises, faire des questions transversales aux deux intervenants. C'est comme vous voulez, et on partira sur ce débat sur le même principe de fonctionnement que les précédents échanges. On essaye de tenir jusqu'à 17h55 et à 55, on fera une rapide conclusion. Alors, est-ce qu'on ne commencerait pas quand même d'abord par la question qui a été posée tout à l'heure? Euh, Je peux rappeler Normalement. les questions, effectivement. Oui. Alors, Ouais. la première question, c'était comment définir la robotique en tant que discipline scientifique, euh, qui revient un peu au débat qu'on vient d'avoir sur les enjeux de reconnaissance de scientificité de la robotique. Mais pas seulement. Et une deuxième question qui était plutôt relative à qu'est-ce qui distingue ou qui va rapprocher le travail de recherche des roboticiens des recherches dans d'autres disciplines scientifiques. Voilà, c'est des questions à titre indicatif. Vous pouvez soit poser des questions, soit essayer d'y répondre, soit faire des commentaires.
Alors, pour lancer quand même, pour lancer cette série de questions, je vais quand même reposer la question qui avait été posée, pardon, par Ophélie Carrère tout à l'heure. David, je t'invite à te mettre en plein écran et à changer, tu nous montres toutes les coulisses. Ah, mince. Euh, Sur la question à quoi ça sert, vous évoquez la notion de machine spécifique versus générique. Mis à part dans la science-fiction, est-ce que les travailleurs en robotique travaillent réellement dans l'optique d'une machine générique? J'ai quand même l'impression qu'on est souvent sur des fonctions assez spécifiques. Une question qui est dans le chat. Oui, je peux peut-être répondre parce que je crois que c'était par rapport à mon exposé. Euh, Effectivement, après, ça rejoint aussi un peu la question de la discipline, je pense. Et donc, pour répondre en particulier à la question, il y a eu, donc dans mon transparent, je montrais un robot humanoïde. Donc, pour nous, un robot humanoïde, c'est un robot qui ressemble à un humain, à part qu'il est composé, enfin, il y a plusieurs nuances quand même, mais sa morphologie est celle de l'humain. Ça veut dire qu'il a deux bras, deux jambes, une tête et un certain nombre d'actionnements, donc de façons de bouger tout ça. Et donc, je pense que à une époque, notamment il y a enfin, il y a eu un grand intérêt vers ce domaine de la robotique humanoïde, en particulier donc dans la communauté de robotique, en particulier parce que le Graal, c'était de construire une machine qui se voulait générique et qui pouvait donc euh, se mouvoir dans l'environnement domestique ou en tout cas dans les environnements où les humains bougent, et donc en montant les escaliers, en supportant les conditions météorologiques difficiles, en conduisant un véhicule, etc. Et donc là, je pense qu'il y avait une sous-communauté de roboticiens qui vraiment visait et cet idéal. Alors, pourquoi j'utilise le passé? Parce que j'ai l'impression, mais là c'est mon avis personnel, que cet effort s'est un peu affaibli. C'est dommage aussi parce que c'était un effort très fort en France, notamment il y avait plusieurs laboratoires qui étaient à la pointe en robotique humanoïde et il s'est un peu affaibli aussi à cause de la médiatisation qu'ont eu les robots de type Boston Dynamics et autres qui ont créer un grand imaginaire autour de ces robots, imaginaire qui, de fait, pour les experts du métier, était loin de ce qu'on arrivait à faire. Et puis après, il y a le DARPA Challenge, les vidéos que je vous ai montrées. Mais donc, pour répondre à la question, oui, il a existé, et il existe encore des chercheurs qui essayent de créer cette machine générique. Mais tous ne le font pas. Donc, c'est une question ouverte et c'est d'où mon transparent. Et ça, si après je peux rebondir sur la discipline scientifique, je pense que c'est un peu lié aussi, enfin la question à quoi ça sert, c'est lié vraiment à notre métier, qui pour moi est le métier d'ingénieur. Avant encore d'être chercheur, je suis ingénieur, je pense, dans mon parcours personnel, et je pense que c'est le cas de beaucoup parmi nous, et d'où le besoin de l'expérimentation et de l'usage de la machine dans la société. Donc c'est ce qui nous distingue un peu des scientifiques au sens plus pur du terme. Et donc des fois, on trouve des solutions qui ne sont pas aussi rigoureuses que pourraient l'être celles des scientifiques. Et historiquement, d'ailleurs, au début, la robotique était un peu une fille de mathématiques appliquées, donc il fallait faire la preuve, comme l'évoquait Guillaume et Raja, la preuve rigoureuse. Et puis après, il y a eu aussi des solutions moins déterministes. Je pense notamment à la théorie des probabilités qui a commencé à montrer sa capacité à résoudre les problèmes de la vraie vie dans les années 90-2000. Il y a les travaux enfin, le livre très connu pour nous, roboticiens, de Burgard, Fox et Trune. Trune après est devenu CEO dans Google Cars et qui montrait qu'avec les probabilités, on pouvait attaquer le monde sans forcément la rigueur des maths. Parce que des fois, voilà, on n'avait pas le modèle, comme disait Guillaume, de tout ce qui se passait. Et puis plus récemment aussi avec l'IA et les réseaux de neurones qui a aussi un peu fait basculer nos certitudes parce qu'on venait d'une tradition plus rigoureuse des mathématiques. Mais c'est un peu le compromis entre avoir une machine qui fonctionne dans le vrai monde et puis avoir une approche rigoureuse au problème.
et ce n'est pas toujours simple. Donc, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre que la robotique est une discipline scientifique à 100%. Mais c'est provocateur aussi, hein. Donc, Alors, on avait dans le chat, hein, parmi les réactions, Guillaume Morel qui appuyait ce qui a été dit tout à l'heure, hein, que la définition de Jean-Paul Lomont, que j'ai pu citer, Andrea, était celle qu'il adoptait le plus volontiers. Alors, s'il y en a qui ont peut-être d'autres définitions, d'autres visions de comment définir cette discipline scientifique, hein, comment on en définit les contours, n'hésitez pas à intervenir. Et dans le chat, une question de Isabelle Couturier. Vous avez tous deux évoqué le DARPA Challenge. Que pouvez-vous dire de l'impulsion donnée par l'armée dans les avancées de la recherche en robotique? Alors, je ne sais pas si Andrea, Guillaume, tu peux tu veux, répondre à cette question. tu veux commencer ou je... Non, je me prends la parole. Alors, les armées sont de grands investisseurs dans la robotique. Euh, je crois que le DARPA Challenge, c'était né d'un problème pas du tout militaire à la base, mais qui est enfin, après Fukushima, comment on fait évoluer des robots dans des milieux complètement anthropisés pour les faire tourner des valves ou monter des escaliers, donc des environnements qui ne sont pas du tout pensés pour des machines avec des roues. Puis il y a d'autres choses comme ça, là, par contre, qui ont des applications plus directes sur le plan militaire, liées à la cartographie, à la détection, et ce genre de choses. Et donc, l'armée, dans les recherches en robotique, est surtout un élément qui finance, je crois, la recherche. Guillaume Morel avait levé la main. Je ne sais pas si c'était aussi pour rebondir sur cette question ou si c'était sur autre chose. Non, bon, ok, je crois que c'est plus d'actualité. Très bien. Oui, il y a une question que je me suis posée aussi pendant vos présentations et notamment la tienne, Geoffrey. Et est-ce que on voit que cette recherche en robotique, hein, c'est quelque chose qui est mondialisé, avec d'ailleurs il y a même des compétitions qui sont nationalisées comme ça. Et est-ce que vous voyez est-ce qu'il y aurait des courants en robotique? Je sais qu'en ergonomie, on dit qu'il y a un courant plutôt anglo-saxon qui serait basé sur des normes et un courant plutôt francophone qui est basé sur le niche de l'activité. Est-ce que en robotique, il y a plutôt, est-ce qu'il y a une homogénéité, disons, dans l'approche du sujet, ou est-ce qu'on identifie peut-être des différences, que ce soit au niveau des pays ou des continents ou autres? Alors, sur des différences nationales, je ne saurais pas trop dire. Moi, enfin, à l'intérieur des labos, je vois quand même des approches assez différentes. Euh, Soit comme le soulignait Andrea, des choses qui s'appuient déjà sur des machines existantes. Donc, on va acheter des machines qui, en général, coûtent très cher pour mener des expériences dessus. Ou, à l'inverse, des gens qui vont plutôt fabriquer leurs propres outils, même si ce sont des outils qui sont pas, enfin, qui sont moins perfectionnés que ces grosses machines, ou qui vont essayer de faire les choses par eux-mêmes. Des gens qui vont s'interfacer avec les pratiques artistiques aussi. Ça, c'est aussi une dimension que je trouve intéressante dans les labos. Il y a des fois des gens qui viennent du monde de l'art, que ce soit du théâtre. J'ai croisé un marionnettiste une fois qui faisait un travail très intéressant de robotique. Euh, et donc qui fabriquait qui imprimait toutes ces pièces en 3D, et qui avait à la fin juste une petite machine très
qui coûtait pas vraiment cher et qui pouvait utiliser dans ses expériences, par exemple. Donc, il y a aussi différentes euh, approches à l'intérieur même des laboratoires, mais c'est quand même assez bien disséminé, je trouve, en tout cas pour ce que j'ai vu. Moi, j'ai surtout regardé des communautés dans le monde dit occidental, donc en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Alors après, je sais pas comment ça se passe en Asie, par exemple, mais Guillaume a levé la main. Oui, pardon. À mon avis, qu'est-ce qui distingue, rapproche le travail de recherche des recherches d'autres disciplines? Je sais pas, par rapport à ce que tu viens de dire sur le monde de l'art, etc. Donc la robotique, que ce soit ou pas une science, c'est quand même défini au départ d'un objet qui est le robot. C'est-à-dire, c'est l'objet lui-même qui définit la problématique. Et c'est quand même, je ne crois pas qu'il existe d'autres champs disciplinaires scientifiques où l'objet de départ a d'abord été imaginé par des gens de la fiction avant d'être considéré par les scientifiques. Le mot lui-même est issu de Karen Chappell, comme tout le monde sait. Donc il a été inventé par un auteur de fiction. Et puis, on remonte à la mythologie, etc., la fabrication de machines humanoïdes ou de robots. Et je pense que ça conditionne un peu la façon dont on travaille. Tu parlais des imaginaires et des représentations qu'on a. Enfin, moi, je pense qu'on est un certain nombre dans ce cas-là. Forcément, cette représentation, ces imaginaires ont conditionné notre choix d'aller vers la robotique. Mais enfin, si quelqu'un a idée d'un autre champ scientifique dans lequel on est parti d'un objet imaginaire essayer, pour essayer d'en faire quelque chose de réel, je pense que ça m'intéresserait de le connaître. David, tu as mis un élément dans le chat, peut-être que tu peux l'évoquer directement, le partager. C'était juste pour rebondir sur la question des applications militaires où notamment, alors c'est peut-être pas forcément propre seulement à la communauté, si tant est que ce soit une communauté des roboticiens et de l'IA, mais un mécanisme un peu de distanciation de cette communauté-là vis-à-vis justement des financements de l'armée, etc. Et notamment en 2015, il y avait eu des pétitions du Future of Life Institute, et là ça revient aussi si on se renseigne un peu plus sur qui est le Future of Life Institute, il y a eu des débats notamment soulevés par Jean-Gabriel Ganassia, mais sur la légitimité scientifique de cet institut-là. Et bref, des débats avec une pétition signée par des milliers de chercheurs autour de l'interdiction des systèmes d'armes létales autonomes utilisés dans l'arme. Alors, on a aussi Bertrand Paolini qui, pour répondre, je pense, à l'interrogation de Guillaume Morel, a évoqué l'aérospatiale. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, Par rapport à ce que vous avez dit, pardon, sur les sous-communautés, et peut-être aussi par rapport à l'exposé de Geoffrey, en fait, il est vrai que je pense qu'à l'origine, bon, il y avait, dans la recherche au moins, il y avait plus des roboticiens, voilà, qui sortaient plus des maths appliquées et des roboticiens de l'informatique, des computer science. Donc, c'est un peu deux grandes écoles, on va dire. Mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, je ne sais pas si les collègues aussi ont cette vision, c'est que la communauté mondiale, elle a tellement grandi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés et qu'il est très difficile par rapport à quand moi j'ai fini ma thèse déjà il y a presque 20 ans, donc ça a beaucoup évolué et il est très difficile aujourd'hui de suivre tout ce que font les gens en robotique. Parce qu'il y a des problèmes très spécifiques aux drones, il y a des problèmes spécifiques à la robotique chirurgicale, à la conception.
Et donc, et puis les conférences et les revues se multiplient, donc j'ai l'impression qu'on va plus vers une fragmentation de notre communauté, où il est difficile, parce qu'une partie des outils et des fondamentaux ont été mis en place, et aujourd'hui, il y a plein de disciplines filles un peu qui se développent en parallèle. Mais après, c'est mon point de vue, qui est peut-être pas partagé par tous. Pour rebondir ce que tu dis, Andrea, et ça complète peut-être une question à Geoffrey. Euh, Est-ce qu'on serait pas sur une nouvelle forme de communauté liée à la mondialisation où justement on aurait cette hyper fragmentation en sous-tribus et en l'occurrence, tu prends le cas spécifique, tu analyses ces tribus-là par le cas spécifique d'un rite social qui peut être de passage ou de consommation, qui est l'événement robotique, la RoboCup, etc. Avec des rassemblements communautaires, des épreuves, une finalité de service, une finalité au service de la communauté avec faire avancer la recherche, etc. Des distinctions honorifiques avec des gagnants. Euh, Tu mets un peu finalement dans ta présentation un recul sur l'idée que potentiellement ça serait une communauté. Je pense peut-être qu'on peut l'intensifier en questionnant aussi peut-être. Alors tu es plus spécialiste que moi en anthropologie, mais des formes nouvelles de communautés un peu plus fragmentées, quoi, comme le soulève André. Oui, oui, c'est tout à fait le cas. Moi, je dirais même que la robotique, c'est peut-être un dernier lieu où la robotique cherche encore à se définir en tant que communauté, parce que, il y a une telle fragmentation aujourd'hui des niveaux d'expertise qu'aujourd'hui, ce qui prime, j'ai l'impression, dans les laboratoires, c'est les communautés épistémiques. Et on a des laboratoires où la multiplication de ces communautés épistémiques, en gros, pour avoir une idée un peu globale de la robotique, ça doit se passer près de la machine à café quand on discute avec des collègues qui font partie d'autres communautés ou qui ont des domaines d'expertise qui sont très ciblés sur des parties assez spécifiques de ce qu'est un robot. Et la robotique, pardon, la RoboCup, c'est peut-être un des derniers endroits où toutes ces compétences, aussi larges soient-elles, aussi différentes soient-elles, occupent le même espace. Et ça, de manière temporaire, pendant 5 jours. Et après, tout le monde retourne chez soi. Et les équipes sont très fragiles, hein. D'une année à l'autre, les équipes perdent des joueurs, perdent des compétences. Là, je vous parlais de Caro Logistique tout à l'heure. L'année où je les ai suivis, donc 2021-2022, ils venaient de perdre leur roboticien. Il y avait plus que des informaticiens et ils avaient appris deux, trois trucs de robotique. Ils essayaient de faire fonctionner leur robot comme ça, mais du coup, ils arrêtaient pas de me dire qu'ils étaient moins organisés, qu'ils étaient nuls en mécanique, enfin, etc., quoi. Donc, tout était en train de se reconfigurer en réalité dans l'équipe, et ça arrive tout le temps dans la RoboCup. Alors après, les conférences font que tout ça est très, très spécifique, quoi. Si vous allez à la conférence humanoïde, vous allez passer un week-end juste sur cette question-là, quoi. Et c'est le cas aussi pour d'autres conférences sur la vision ou sur d'autres thèmes. Alors, il y avait une question Ouais. de Luis Maldonado qui dit, est-ce que vous pouvez faire quelques commentaires sur le rapport entre robotique et environnement? Mm. En effet, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'usage de matériaux à l'origine végétale en robotique souple, pardon, afin de réduire l'impact de la robotique. Bon, il rajoute, hein, pour donner tous les éléments de réflexion, je suis particulièrement intéressé par le rapport que les gens ont avec la robotique traditionnelle, rigide, lourde, industrielle, et comment la robotique souple peut provoquer un changement de mentalité en concevant des robots adaptables, bio-inspirés et surtout soutenables. Est-ce que, pour rebondir, est-ce que, par exemple, dans la communauté, vous percevez vraiment un changement de paradigme épistémique euh, vers une bascule, vers une nouvelle forme de robotique qui n'est plus rigide, lourde, industrielle, etc. Ou est-ce que pour l'instant c'est que du discours? Est-ce que il y a des actions, mais est-ce que ça vous paraît faisable? À quel terme, etc. Il y a beaucoup d'intérêt vers... Ah, Guillaume a levé la main, sinon je le laisse. Que...
Enfin, sur la robotique souple, oui, il y a beaucoup d'activités. Après, il y a un grand intérêt au niveau international autour de la robotique souple parce que ça permet effectivement d'adresser les problèmes d'interaction avec l'environnement de manière différente, mais c'est très complexe puisque déjà avec les robots rigides, on a du mal à résoudre tous les problèmes. Et sur l'environnement, je pense que la communauté a un grand questionnement, aussi bien en France qu'ailleurs. Les deux domaines sont dans le PPR, donc Guillaume effectivement répondra mieux que moi. Ces deux questions, environnementale et conception souple. Mais surtout sur l'environnemental, c'est très difficile de donner une réponse puisque la plupart de nos composants sont effectivement à haut impact environnemental, à mon sens. Mais je laisse les collègues compléter. Oui, oui, en fait, j'ai levé la main, parce que il y avait un petit blanc et je me dis, il faut quand même tenter d'essayer de répondre. J'avais pas vu que tu allais répondre. Oui, le sujet est vraiment très vaste, comme l'écrit David. Bon, il y a eu une très bonne intervention. Enfin, bon, c'est le sujet global de développement technologique versus les impératifs de sobriété environnementale qui pourraient nous conduire à décider qu'en fait, il faut plus faire de robots. Et alors, évidemment, en tant que roboticien, on est un peu gêné par ce choix, par la possibilité de ce choix radical. Euh, Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que si on reparle des entreprises, là, il y a pas mal de start-up où l'économie de la promesse fait aussi, enfin, c'est des questions assez générales qui s'appliquent aussi à la robotique, hein, mais donc, il faut que ce soit à faible ou zéro impact écologique, les futurs développements. Donc ça, c'est un peu mis en avant d'une façon parfois un peu artificielle. Donc globalement, c'est une question qui nous préoccupe. Il y a vraiment des travaux et on est un peu comme tout le monde. On ne sait pas trop comment faire. Mais il n'y a pas que la conception de la mécanique des robots qui étudie ça. Il y a aussi toute la question de la commande des robots. Par exemple, on fait des commandes de plus en plus élaborées, de plus en plus prédictives, etc. On utilise de l'intelligence artificielle et tout ça, c'est pas très écologique non plus. Et parfois, on prend un peu des Ferrari pour tirer des caravanes, dirait un ancien ami, mais disons, on prend un peu beaucoup de moyens pour enfoncer des petits clous. Donc ça, c'est une vraie question aussi qu'on se pose. Mais malheureusement, voilà, le vrai robot écolo, c'est pas de robot. Merci beaucoup hein, d'avoir répondu malgré tout à cette question-là. Comme le disait David, hein, on va investiguer aussi la possibilité de faire une séance dédiée sur cette thématique. En attendant, je vous remercie à tous hein, pour vos présentations et pour vos échanges qui étaient riches. Pour nous tous, c'est intéressant. Je pense que David, on va arriver à la conclusion. Bien. Bah, merci de me passer la main sur la conclusion. Hop, ce n'est pas, il faut que la slide se remette à jour. Voilà. Donc, voilà. Pour essayer rapidement de synthétiser tous les débats qu'on a eus, qui est extrêmement riche, bon, je ne pourrais pas le faire, mais une première difficulté, déjà dans un premier temps, c'est de réussir à définir ce qu'on entend par robot. Là, on s'est reposé notamment sur la définition de Jean-Paul Lomont, qui fait référence, mais qui amène à certaines ambiguïtés. L'idée d'une machine en mouvement et d'une boucle de rétroaction, ça reste un peu l'idée centrale, avec des capteurs, des calculateurs et des actionneurs, ce qui peut parfois entraîner à considérer une porte automatique, par exemple, comme un robot. Bon. Et donc, il y a énormément d'enjeux à réussir dans un premier temps à définir ce que c'est, malgré les évolutions technologiques et scientifiques qui se développent. Un deuxième enjeu, c'est celui que Geoffrey a souligné quand il a parlé d'extrême interdisciplinarité dans la robotique, et qui ressortait aussi de la présentation d'Andrea, mais on a des concepteurs qui vont plutôt venir de l'électronique ou de la mécanique, et d'un autre côté, on a plutôt des personnes qui vont travailler entre guillemets dans la programmation, mais pas que, avec les informaticiens, les traiteurs du signal, les automaticiens qui vont veiller à faire fonctionner ces robots en situation une fois qu'ils ont été conçus.
Il y a aussi eu la question des contraintes matérielles de la robotique qui poussent à aller vers des systèmes de dépendance envers des industriels, mais aussi des financements de l'État avec l'armée. Et tout ça, ça donne lieu à des contraintes multiples et une volonté de s'articuler entre guillemets en triangle entre à la fois identifier les besoins sociétaux quand on veut faire de la robotique pour donner du sens à notre métier en tant que enfin à notre métier. Moi, je suis pas roboticien, mais donner du sens au métier de la robotique. En même temps, chercher des moyens matériaux pour développer ces systèmes-là. Et d'un autre côté, un impératif de recherche fondamentale et applicative de la robotique pour justifier le fait qu'on soit des chercheurs, notamment avec les débats qu'il y a eu autour des remises en question de l'expertise scientifique de la robotique. Raja Chatila parlait notamment de la dimension très applicative de la robotique par rapport à des sciences plus fondamentales qui en sont à l'origine, les mathématiques, l'automatique, etc. Euh, Tout ça, ça donne lieu à énormément de débats. Et un dernier point, c'est la volonté, malgré toute cette diversité, toute cette complexité, d'essayer de faire communauté en robotique pour essayer de converger vers un même imaginaire de la robotique et un même idéal d'une robotique qui soit utile socialement. Et ça passe par réunir les gens autour de revues spécialisées, autour de rites sociaux qui peuvent être des événements, autour de pratiques qu'on va se transmettre de doctorants, enfin de professeurs en doctorants, etc., etc. Mais aussi de grandes épreuves, d'événements, voilà. Et malgré tous ces efforts, ça reste quand même toujours une communauté très éclatée et qui s'éclate toujours plus avec de nouveaux impératifs sociaux qui notamment font rentrer dans la boucle encore plus les chercheurs en sciences humaines et sociales, des chercheurs en design, des chercheurs en écologie, en spécialistes des environnements, en sciences des matériaux, etc. Là où la robotique avant était encore un peu plus fermée, même qu'elle était déjà très ouverte. Voilà, bon, très complexe de résumer la situation. J'espère que c'est à peu près exhaustif. Pour vraiment conclure cette séance, d'abord, on vous invite à nous contacter ou à demander, enfin, si vous voulez nous contacter et si vous voulez demander votre abonnement à la liste de diffusion de RSHS, on vous invite à nous envoyer un mail à cette adresse mail-là, en précisant qu'on est en train de mettre en place une liste de diffusion Renater, mais que pour l'instant, on a eu quelques problèmes de connexion. Donc, on va prendre vos coordonnées et ensuite, on vous fera suivre la vraie liste de diffusion. Vous trouverez aussi la rediffusion de la séance pour vos collègues qui n'ont pas pu être là éventuellement, ou si vous voulez revenir sur un point précis ou les slides sur le site ScienceConf de SHS. Vous avez le lien ici et sûrement dans le chat aussi. Et n'hésitez pas à nous partager des intervenants ou des thématiques, des actualités que vous souhaiterez qu'on partage à l'ensemble des participants lors des séances, des actions à mener dans le cadre du réseau de RSHS ou encore à nous faire des retours pour améliorer le dispositif. Vous trouverez aussi, alors il est là dans la slide, mais j'espère que je pense que Charlie l'a diffusé dans le chat, je vois pas. Ouais, merci. Pour les doctorants qui nous ont envoyé des attestations pour des crédits doctoraux, un questionnaire rapide, c'est 2 questions pour qu'on valide vos crédits de formation et qu'on fasse une attestation. Ensuite, vous les ferez participer, vous les enverrez à votre école doctorale qui potentiellement l'acceptera ou non. Normalement, vous devez leur avoir demandé avant. Et point suivant, c'est on organisera une prochaine séance en avril a priori. La thématique et les intervenants ne sont pas encore définis. On a une liste d'énormément de thématiques et d'intervenants, mais on se laisse aussi ouvert à la possibilité de s'adapter selon les retours que vous nous ferez par mail, voilà, pour essayer de voir quels seraient les sujets qui vous intéressent le plus parmi l'ensemble des thématiques auxquelles nous on a pensé ou auxquelles vous auriez pensé et on n'a pas pensé. Voilà, donc on reviendra très prochainement vers vous pour plus d'informations sur cette séance-là.
Et on espère vous voir d'ici là, soit aux journées en souplesse, soit aux journées annuelles du PEPR robotique, soit à FIRA, ou soit dans d'autres contextes. Voilà. Restez connectés et merci. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires avant qu'on conclue. Charlie, si tu as d'autres commentaires ou Non, je quelque pense que chose. c'est bon. Merci beaucoup. Merci à tous encore une fois. Et merci à tous ceux qui ont préparé, notamment toi, David, pour pour la Et, préparation de ce webinaire. et merci beaucoup à Geoffrey et Andrea pour les présentations, les slides, et à Charlie pour la modération, et à tous les participants qui étaient très nombreux aujourd'hui pour vos Merci. interactions extrêmement riches. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.